Bonjour et bienvenue dans le point lecture de juin. Alors vous allez voir, point lecture de juin où il y a eu des très très bonnes lectures. Honnêtement, il y a, je pense, aucun livre pour lesquels je suis mitigée. Voilà. C'est contrairement aux autres petits mois là qui étaient un peu en dents de scie quelquefois. Là, bon mois. Alors deux en pourparlers pour être des coups de cœur de l'année. Je pense que je déciderai vraiment à la fin de l'année parce que j'en ai. Alors, j'ai pas eu des moments transcendants, à part certains que j'ai mis déjà de côté. D'autres, je me suis dit, ah, il manque pas grand chose. Voilà, donc on verra. Alors, est-ce que je vais le faire dans l'ordre de lecture Non. Non. Non, je vais le faire dans l'ordre dans l'ordre où j'ai les livres à côté de moi. Voilà. Donc vous aurez les images, enfin vous aurez des images des vidéos animées là où je vous retourne le livre pour que vous puissiez lire le résumé machin. Euh, mais moi je les ai en pile à lire devant moi, donc voilà, je les ai classés comme ça, c'est comme ça que je vais en parler. Alors le premier, c'est donc L'Orange au girofle de Roger Béteille, qui est donc chez Rouergue. Alors, vous savez que Rouergue est mon grand pourvoyeur de romans régionaux spécial Aveyron, hein, donc on est vraiment dans l'Aveyron. Oui, ah bah, comme Daniel Croze, oui, j'ai un gros problème avec l'Aveyron, en plus de la Dordogne. Ah bah oui, je pense que si je devais vivre quelque part, je vivrais en Aveyron, voilà, pour vous dire. Là, Roger Béteille nous offre de très beaux portraits de femmes, notamment, et une vision aussi sur l'évolution des villages dans cette première partie du XXe siècle et notamment dans son coin. Alors on est vraiment à l'orée de la Première Guerre mondiale, puisqu'en fait on commence en Noël 1913. On est dans un petit village de l'Aveyron qui s'appelle Suc, et tout le monde se prépare à célébrer Noël. Et donc on retrouve trois femmes, enfin deux femmes et une jeune fille, qui préparent donc cette fameuse messe où va être chantée par le forgeron qui est complètement anticlérical, le minuit chrétien, ça vous allez voir. Euh, et donc on retrouve Pocket, qui est veuve, qui est la tenancière du bistrot du coin, qui est une femme généreuse, bienveillante, qui est une véritable figure du coin. Nous avons Louise aussi, qui est une jeune femme, qui est une jeune mariée, qui est bien mariée, avec un très gentil garçon, Paul, mais qui a beaucoup de mal à supporter la vie dans sa belle famille, et notamment le côté très pingre, très dictatorial de sa belle-mère, notamment, enfin de son beau-père aussi, mais la belle-mère. Et il y a Séverine, qui est en fait orpheline de maman, qui vit avec son papa, Antoine, et qui alterne la vie à l'école et ses obligations au sein de son foyer, puisqu'elle supplée en fait en gros sa maman pour aider son papa. Et dans ce village, comme dans beaucoup d'autres de l'époque, ou peut-être même maintenant encore, bah, c'est pas forcément un endroit très paisible tout le temps, puisque bah, y a quand même les ragots, il y a les coups bas, il y a les rancœurs, il y a les querelles de voisinage, il y a celui qui a, on va dire, qui a encore la rancune tenace sur 4 générations, alors que l'arrière-arrière-grand-père a piqué un pissenlit dans le coin, machin à droite, les autres lui en veulent encore sur 10 générations. Voilà, il y a les médisances, il y a bah, parce que vous êtes trop belle, parce que vous êtes trop intelligente, parce que vous êtes bien mariée, parce que vous n'avez pas assez d'argent, parce qu'on pense que vous êtes une pute. Enfin, voilà, il y a tous ces petits trucs de coups bas et de petites jalousies mesquines dans ce petit village. Et quand un animal est découvert mort dans un pré, eh ben, on va accuser quelqu'un qui est tout trouvé. Voilà. Et peu après, la guerre éclate. Et donc forcément, les hommes partent à la guerre, et chacune de ces trois femmes dont j'ai parlé va choisir une voie, va choisir sa vie, en gros, va essayer d'obtenir une vie meilleure, malgré les jalousies, les brutalités, la violence, que ce soit la violence physique ou morale, la brutalité physique, notamment pour Séverine, qui est victime d'une agression sexuelle, et de la dureté de la vie, puisque
par exemple, Louise se met à cultiver les champs, à, à labourer, à semer, etc. Ce qui n'est pas du tout de sa, enfin, on va dire sur sa morphologie, c'est très compliqué. Voilà. Et on se retrouve avec ces trois femmes qui vont véritablement traverser les mois de guerre avec une volonté à la fois farouche de ne pas se retrouver sous le joug plus que ce qu'elles étaient avant, d'avoir une certaine liberté qu'elles vont acquérir parce qu'elles travaillent, parce qu'elles fournissent le même boulot que les hommes qui sont partis. Et puis il y a les malheurs. Les gens qui meurent, enfin quelqu'un qui meurt à la guerre, un voisin, quelqu'un qui revient extropié. Voilà, donc il y a plein de choses qui arrivent et vraiment c'est un roman qui est vraiment une très belle chronique sur les maux des habitants, mots MUX, des habitants de ce petit village qui oscillent entre épreuves quotidiennes, épreuves familiales, la grande histoire, les petites histoires et une certaine solidarité. Moi j'ai beaucoup aimé la façon dont il compte l'histoire de ces trois femmes et cette grande histoire qu'est la Première Guerre mondiale qui bouleverse tout à fait l'ordre établi, qui va ancrer ces femmes dans une nouvelle perception de la vie, qui va noter une certaine évolution des mentalités, des mœurs et de la modernité qui avance, puisque forcément il y a des nouvelles choses qui sont faites pour les efforts de guerre, mais qui va bénéficier à certains endroits. Par exemple, à un moment donné, Paul a une permission sanitaire, mais une permission, et en fait, en parlant dans les tranchées avec d'autres personnes, d'autres coins de France, il se rend compte que dans son petit coin de l'Aveyron, les femmes sont encore obligées d'aller chercher 15 fois par jour des pots d'une lourdeur absolue d'eau parce qu'elles n'ont pas l'eau courante dans les maisons, et que d'autres de ses camarades de tranchées vivent dans des contrées où, en gros, l'eau arrive directement à l'évier, enfin dans la Soularde. Et donc, voilà, c'est une question d'évolution. Et on voit la façon d'évoluer de ces hommes, alors, et les affres de la Première Guerre mondiale et des choses qu'ils vivent qui sont irracontables pour quand ils reviennent ou quand des gens peuvent raconter. Et ces femmes qui voient la guerre leur apporter des avancées, des réelles perspectives, on va dire, d'évolution pour la femme, qui, je rappelle que depuis pratiquement un siècle à ce moment-là, se prenait dans la gueule le fait qu'elles étaient des objets et qu'elles n'étaient que la propriété d'hommes, et qu'en gros elles étaient là pour se marier, enfanter, fermer, et tenir la maison et fermer leur gueule, et que là elles voient arriver le fait qu'elles peuvent suppléer les hommes, qui sont soit partis, soit morts, soit handicapés par la guerre, et qu'elles peuvent le faire, et qu'elles sont capables de le faire. Alors ça va pas aider, ça va tenir jusqu'à après la Seconde Guerre mondiale, début des années 50, et puis ça va retomber pendant 2 décennies dans une espèce de joug pour les hommes, encore une fois, sur les femmes, et ça repartira dans les années 68-70 en mode oui, on est des femmes et on t'emmerde, en gros, et on est l'équivalent des hommes, voilà. Mais d'autres femmes l'avaient fait, avant nous, on n'a rien inventé, celles qui découvrent des trucs actuellement, ça me fait beaucoup rire, parce que je vois... elles ont raison, ces jeunes femmes, de bouger un peu leur cul, mais quelquefois, enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais quelquefois je me dis, mais t'as rien inventé, chérie, quoi. Si tu t'appuies sur, par exemple, les droits des femmes et de la citoyenne de Gouges, que tout le monde a eu l'air de redécouvrir il y a 1 an ou 2. Moi, je l'ai lu à l'école. Alors, je ne sais pas dans quelle école vous étiez allés, mais moi, dans la mienne, ma prof d'histoire de français, qui faisait les deux, nous a fait lire ça, quoi. Donc, on n'a rien découvert, on n'a rien inventé, voilà. Il suffit juste de reprendre le texte, Ah, mais c'est déjà écrit, donc voilà, le remanier pour l'époque moderne, mais en gros, il n'y a pas grand-chose à remanier. Et je trouve que ce genre de roman, qui est à la fois beau et très très émouvant, parce qu'il y a des passages qui sont durs quand même, etc., sur l'autonomie, alors des femmes, mais des hommes aussi, il y a des hommes qui étaient brimés, qui n'étaient pas leur place, qui se sentaient pas leur place en écrasant une femme, et qui, parce que c'était comme ça, et ils osaient pas trop bouger. Et aussi, on voit l'exode rural de la France de ce début du XXe siècle arriver.
c'est-à-dire les conditions de vie, alors pas mieux dans les mines et les usines, on est bien d'accord, hein, mais qui voit le travail très pénible, les conditions de vie très difficiles dans les petits coins campagnards très reculés. Voilà, on voit tout ce que ça a bouleversé ce début du XXe siècle coincé entre la belle époque et les années folles. C'est-à-dire que voilà, vous avez vraiment au milieu, vous avez la guerre, et puis au milieu, vous avez avant vous avez la belle époque, et avant vous avez les années folles. Voilà. Et l'évolution de la femme s'est fait en une quinzaine d'années, en gros. Hein, donc voilà, c'est assez bien foutu. Et moi, j'ai bien aimé ce roman. Voilà, je trouve que c'est un très très beau portrait de trois femmes. Très 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 joli. J'aime bien ce genre de choses. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien, je pense que je vais continuer à lire des romans régionaux l'année prochaine, parce que je trouve que les auteurs, alors très souvent qu'on critique être régional, c'est un peu péjoratif, des fois ça m'énerve ça, ancrent vraiment leur histoire dans le quotidien de la France, alors profonde pas forcément, mais de la France, que ça soit au 18e, au 20e et quelquefois même de nos jours, mais c'est bien fait. Voilà, alors quelquefois c'est trop bon sentiment pour certains que j'ai déjà lus, d'autres qui sont vraiment très très réalistes et qui mettent oui, la réalité brute dans leur roman, avec une belle plume. Et Roger Béteille a une très jolie plume, donc je pense que j'en lirai d'autres. Je vais essayer d'en trouver un autre et d'en lire d'autres peut-être. Euh, Parce que voilà, j'ai bien aimé sa façon. Et puis il est dans l'Aveyron, oui, je sais, je suis pas, non, je dois avouer que je suis pas du tout oh, je suis... Non, non, je sais. Bon, allez, on va passer... C'est comme la Dordogne, voilà, vous le savez. Autre livre que j'ai lu, c'était le livre du carnet, Outre-monde de Don de Lillo. Alors, ou des Lillo. Euh, alors, je dois avouer, c'est une pavasse, hein. Ah, bah, 893 pages ou 14 pages, et puis écrit petit et dense. Il n'y a pas trop de marge et c'est écrit très serré. Hein. Ah, punaise des bois. Attention, c'est un livre exigeant. Il est fascinant. Il est assez difficile à expliquer, à résumer et à clarifier tant le roman, enfin l'écrivain a écrit quelque chose de dense, de tendu, de court et de long à la fois, ce qui est quand même assez paradoxal, avec un souci du détail, une multitude de personnages que si vous arrivez à résumer tout ça, moi je vous paye une gaufre, et plein de mélanges de ci, de là. Alors il y a quelques longueurs aussi au milieu du texte, mais c'est absolument fascinant à lire, mais terriblement exigeant. Déjà dès le prologue, vous vous plongez dans une profusion de sentiments, vous vous demandez ce que vous foutez là. Vous êtes à la fois perdu et noyé, parce que c'est un excellent conteur de Lillo, et même s'il a un fil rouge qui enchante, hein, mais ça peut se retourner contre vous en tant que lecteur si vous n'êtes pas assez concentré. Déjà premièrement la plongée dans le match de baseball le plus mythique de l'histoire de ce sport en 1951, du fait que dans les tribunes vous aviez des gens comme Jay Garver ou Sinatra, etc. Et que alors si vous connaissez pas ce sport, ça va être compliqué d'avoir énormément de pages dessus. Parce qu'il pousse la description du match à son paroxysme, et ça peut à la fois fasciner, mais ça peut vraiment répulser le lecteur. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû lire Outre-monde en littéralement sautant le truc. Je vous dis, c'est très difficile à résumer, parce que c'est vraiment le tableau des États-Unis sur une période donnée. Vraiment, c'est l'histoire, voilà, il y a pléthore de thèmes, d'histoires, de détails, et à l'intérieur du fil rouge général, il y a plein de petits fils à l'intérieur multicolores où le romancier s'amuse
à défaire, à refaire, à emmêler, à redémêler les fils. C'est vraiment un roman à part. C'est une fresque américaine avec un énorme morceau de l'âme des citoyens de ce pays où vous comprenez qui ils sont, plus ou moins cette partie de cette vie-là. Et l'auteur, il dissèque, il détaille, il observe, il recoupe le tout et il vous balance ça avec une écriture absolument envoûtante. Vraiment, c'est très bien écrit. C'est un roman passionnant, c'est un très grand roman passionnant, mais avec une exigence de lecture, une densité folle, et avec une grandeur de... Je ne sais même pas comment expliquer. C'est une grandeur d'écriture pour le lecteur, parce qu'il pousse tellement loin quelquefois le curseur sur la lenteur, la langueur, la longueur de certains passages qui rendent par moments, sur certains morceaux, la lecture peu aisée et qui peut, je pense, pour des gens qui n'ont pas l'habitude de ce genre de choses, les ennuyer fort vite et faire en sorte que ce roman tombe des mains littéralement et ne soit jamais fini. Voilà. Franchement, il y a des moments où même moi je me disais, oh, quand même, là, il délaye bien quand même, tu vas te calmer, chouchou. Mais il y avait cet attrait de savoir comment il allait développer et dégager tout le reste, quoi. Voilà. Et c'est un roman que j'avais mis dans mon carnet en 1999, que je voulais absolument lire, qui m'avait été grandement recommandé par une de mes amies aux États-Unis. Et quand je dis amies aux États-Unis, c'est vraiment des États-Uniennes, hein, c'est pas des Françaises expats. Non, c'est des locaux, et qui m'avaient dit il faut lire, c'est vraiment une fresque des États-Unis, ça va dans l'âme même des citoyens américains. Ce match, même si tu n'aimes pas le baseball, tout le monde connaît ce match-là. Et j'étais là, bah oui, d'accord, ok, d'accord. Bah, alors après, moi, le baseball, je vous le dis tout de suite, ils m'ont emmené 2-3 fois dans des matchs de baseball, et pas des matchs de catégorie inférieure, hein, dans la grande ligue. Je trouve vrai que je n'ai toujours rien compris. Enfin, pas tout bien compris, en fait. Voilà, c'est très complexe. Je comprends mieux le cricket que ça, pour vous dire que, voilà. Mais franchement, c'est fascinant. Voilà, c'est un outre-monde, c'est un autre monde, en fait. Voilà, c'est un autre monde. Ce livre, c'est un autre monde. Il est tellement différent, il est tellement à part. C'est ça, il est à part. Voilà, mais faites, c'est quand même un livre très exigeant, donc si vous voulez le lire, allez peut-être le feuilleter à la librairie. Lisez quelques passages au hasard pour voir, parce que si vous vous y lancez, bon après il est en poche chez Babel, hein, mais ça serait dommage, honnêtement, de le laisser dans une boîte à livres sans l'avoir lu, quoi. Soit vous y allez, soit vous y allez pas, mais franchement, attendez-vous à un truc, c'est une bravasse, c'est un parpaing le truc, hein, voilà, ça cale bien les meubles. Autre livre, et alors je dois avouer, ça s'appelle Chagrin d'un chant inachevé, donc de François-Henri Dessérables. Je ne loupe jamais un livre de Dessérables depuis 2013. Voilà, depuis celui que j'ai lu en 2013, moi voilà, alors un qui m'a révolutionné, c'est Évariste, parce que je connaissais déjà Évariste Galois et je trouvais formidable d'avoir une espèce de... Alors moi j'avais lu des thèses, genre bio-thèses, vous savez, c'est même pas des mémoires, c'était une thèse que cette jeune femme avait fait sur lui. Là c'était un roman, mais voilà, c'est un personnage fascinant, très romanesque. Et là, depuis, moi, tous les Dessérables qui sortent, je les lis. Voilà. Alors l'année dernière, il avait fait cette usure, on va dire, de l'Iran, qui tombe à fort à propos, hein, actuellement. Seigneur Jésus, est-ce qu'on va s'en sortir un jour dans ce putain de monde? Je vous dis, est-ce qu'on va avoir un mois où on va pas avoir de catastrophe, de merde, de trucs qui va nous tomber sur la gueule? C'est fatigant en ce moment, les actualités. Moi, je dois avouer que je n'écoute plus rien. Enfin, j'essaye d'écouter à la radio le flash info et après j'arrête, quoi. Voilà, moi, j'aimerais être dans une cave, hein, une grotte,
sans télé, sans rien, et ne faire que lire des trucs un peu, même pas légers, mais je m'en fous, mais d'écouter de la musique et tout. Alors déjà que j'ai été traumatisée par la mort de Brian Wilson. Alors, je vous raconte pas les événements derrière, ça a fini de m'achever, ces merdes. Bon, bref, on est là pour parler du François-Henri Dessérables. C'est un conteur, comme auteur. Alors, c'est un écrivain, soit, etc. C'est Gallimard, hein, c'est pas n'importe qui. Mais c'est ce que j'aime le plus chez lui. Vraiment, c'est sa plume et sa façon de conter. Je vous ai dit, hein, j'étais déjà gaga de Évariste et du coup j'avais adoré sa façon de conter sa vie, comme s'il était encore là, dans mon salon, hein, en fait. En gros, j'ai toujours l'impression, quand je lis les livres de François-Henri Dessérables, que c'est comme si on était tous les deux dans une pièce, en train de boire du thé, ou ce qu'il veut, on s'en fout, et qu'on était en train de discuter, et qu'il me racontait en fait, ce sur quoi il travaillait ou ce qu'il avait vu, un peu comme deux potes qui se voient et qui racontent leurs souvenirs de vacances. Bah là, ce livre-là, c'est ça. C'est un peu comme si je l'avais invité à prendre le thé et qu'il me raconte ce qu'il avait fait pendant les 6 derniers mois. Voilà. Alors, c'est vraiment un récit de voyage. Moi, ça peut que me plaire, on est bien d'accord sur la question. Et en plus, la thématique ne peut me faire que me plaire, puisque je dois avouer que les deux récits qui ont été tirés de ce road trip à l'époque, donc qui a été fait par Ernesto Guevara et Granado, son copain, je les avais lus. Voilà, leur voyage en Amérique tout le long de l'Amérique du Sud, j'avais lu leurs récits à tous les deux, et j'avais vu le film Carnet de route avec Gaël Garcia Bernal, que j'avais trouvé vraiment très bon. Et du fait que je savais déjà quels étaient les endroits qu'il allait, lui, puisqu'il partait sur les traces de Guevara et Granado, personnellement, tous les pays traversés me donnent forcément une folle envie d'aller les voir. Bon, le Chili c'est fait, mais oui, je suis très fan du Chili. Mais tout ça, c'est fascinant. Voilà, tous ces pays sont fascinants, les endroits où il s'arrête, où il rejoint, il y a une carte de son itinéraire à lui et et du fait qu'il suit l'itinéraire des jeunes gens, hein, à l'époque. Et le fait qu'il soit allé sur les traces de ses deux amis, du jeune Guevara avant qu'il devienne l'icône Che Guevara, puisque voilà, Che c'est parce que c'est un défaut de prononciation des Argentins. Voilà. Et c'est ça que j'ai aimé. Voilà. Parce que, comme à son habitude dans ses romans, dans ses récits, etc., c'est toujours enlevé, c'est toujours drôle. Il y a ça fourmille d'anecdotes, de tranches de vie, alors des rencontres fumeuses ou fameuses, hein, ça dépend des endroits où il a été, des réflexions personnelles, des digressions quelquefois qu'il fait, ça fourmille. Et en fait, on a les jambes qui fourmillent aussi, on a envie d'y aller, ça donne une folle envie de prendre le premier billet d'avion dans la foulée, de se casser avec le bouquin et les récits de Guevara pour pouvoir refaire le truc, même si personnellement je suis pas du tout téméraire. Ah non. Et que honnêtement, une femme faisant ce genre de truc tout seul, non. Hein, moi je pense que j'aurais fini découpée au fond de la jungle. Voilà. Alors l'avantage chez lui, chez Dessérables, c'est qu'il se prend pas au sérieux. Enfin, de ce que moi j'en lis, après je sais pas comment il est dans la vie, je le connais pas, hein. Mais il se prend pas au sérieux en tous les cas dans la façon dont il a de parler. D'ailleurs à un moment donné il dit qu'il a commencé à lire très très tard, qu'il a bouffé du livre mais pas avant 17 ans, tout comme ça. Donc en fait il dresse sa feuille de route pour son récit, mais c'est ni un guide touristique, ni un traité de voyage. En fait, il prend à témoin le lecteur, il nous embarque, en fait, il nous demande d'observer, de voir, de humer, il raconte. D'ailleurs, il dit qu'il oublie, il a apporté des stylos incarnés, mais des fois il oublie de prendre des notes. Et dedans, tout à sa pérégrination de sa façon de faire. Il commence avec un pote dans une vieille moto qui tombe en rade, il prend des bus, il se débrouille un peu comme il peut.
Mais il nous parle de morceaux d'histoire, avec un grand H, des découvreurs des lieux de l'époque, des dégustations culinaires qu'il a pu faire, des rencontres avec d'autres voyageurs qui étaient préparés ou pas du tout. Hein, certains pas du tout. Ah bah il y en a certains, ils étaient en freelance, ça, oh là 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 là. Et en fait, ça crée une espèce de balade entre civilisation, continent, découverte, étrangeté et plein de souvenirs. Et en fait, en fil rouge, évidemment, il y a la folle, on va dire, chevauchée de Ernesto Guevara et de l'empreinte qu'il laisse sur le continent d'Amérique du Sud. Et puis sa prise de conscience au gré de leur avancée, de ce road trip, de sa volonté d'être autre chose qu'un médecin, puisque je rappelle, il était étudiant en médecine en Argentine, euh, jusqu'à bah, le lieu où il est mort et où Desérable est. Et donc, on sait qu'il a été trahi, exécuté, mais qu'il est toujours vivant, entre guillemets, dans ce bled paumé, parce que toutes les maisons du village portent son visage, portent son nom, ont son portrait, bien ou mal dessiné, on s'en fout. Mais là, donc il est toujours vivant dans un bled, paumé, pourri. Euh, et ce que j'ai aimé, moi, dans ce livre, c'est qu'en fait, on se promène avec le romancier, mais qu'on ouvre les yeux. Voilà. Et est-ce que c'est pas là le plus important pour un voyageur, quand on voyage en fait, enfin, soi-même ou par procuration avec des écrivains voyageurs, il y en a plein, hein, mais est-ce que c'est pas ça le plus important? C'est-à-dire d'ouvrir les yeux sur le monde, n'importe quel, enfin, n'importe quel que soit l'endroit où vous êtes, mais sur l'autre, en fait, sur la personne qui est en face de vous, sur sa culture, et en fait se dire qu'au final on est tous des êtres humains, quelle que soit notre langue, notre culture, notre façon de bouffer, nos traditions, nos superstitions, machin, et que il faut juste demander, en fait il faut juste aller vers l'autre, lui demander de nous expliquer qui il est, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, et d'avoir cette espèce de, de regard neutre, de pas porter de jugement, en fait, de se dire bah on est tous humains, on a tous le même sang, on est tous faits de la même façon, je rappelle, à l'intérieur de nous on est tous faits de la même façon, mais qu'on n'a pas grandi sur le même endroit, et que selon les endroits, bah, on est forcément différent, forcément plus enclin à croire certaines choses, à faire certaines choses que d'autres, parce qu'on n'a pas le même niveau soit d'évolution dans la modernité, soit d'évolution dans la mentalité, parce qu'on n'a pas le même continent, on n'a pas la même histoire, la même tradition ancestrale, etc. Et donc forcément, on n'est pas de la même façon. Enfin, je veux dire, des gens qui sont arrivés dans certains continents, mais dont les ancêtres étaient des esclaves, n'ont pas la même forcément visu que vous, qui êtes descendants de personnes qui n'ont jamais bougé de leur précaré sur 30 km, d'autres personnes qui ont plusieurs nationalités dans leur sang depuis des milliers d'années, mais qui sont ancrées sur un pays depuis 3 4 générations, mais qui viennent d'autres ailleurs, et on le sait quand on vient, enfin quand on a des descendants, des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui viennent d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on sent en fait, qui est une fierté à la fois, mais qui peut être aussi une plaie selon la façon dont vos, vos, vos ascendants ont vécu ça, si ça a été volontaire de partir ou si ça a été un arrachement. Voilà, et c'est pas du tout la même façon. Donc, moi, je trouve que c'est toujours agréable d'avoir ce genre de récit de voyage et de se dire que on a forcément un regard un peu biaisé. euh, Parce que quand on voyage, on ne doit pas voyager avec nos yeux et notre vie. Moi, il y a une chose qui me choque beaucoup quand les gens vont à l'étranger, c'est quand j'entends des personnes qui visitent, des touristes, se plaindre
de la bouffe, de la façon dont sont organisés les magasins, la ville, les gens, machin. Mais tu n'es pas chez toi, chouchou. Donc forcément, si tu pars à l'étranger, c'est pour voir comment les gens vivent. Alors après que ça te convienne pas, on est bien d'accord sur la question, c'est pas une question, tu es obligé d'aimer tout ce que tu vois, mais ces gens vivent avec leur propre culture, leur propre tradition, leur propre façon de faire. Et donc si tu n'es pas capable de t'adapter à un minima, bah, reste chez toi. Voilà. Et moi, c'est ce que j'aime quand je voyageais, maintenant je voyage un peu moins, mais quand je voyageais vraiment à l'étranger, ce que j'aimais, c'est de me perdre dans les marchés. Mais pas dans les marchés touristiques, hein, dans les marchés locaux. C'est-à-dire être avec le local, voir, aller bouffer dans un endroit ou aller m'asseoir dans un coin où il n'y avait que des gens du coin, pas un touriste. Parce que c'est là que vous voyez la vraie vie et que vous touchez le vrai pays. Pas dans un hôtel 5 étoiles avec les mêmes enseignes, les mêmes franchises partout. Vous allez dans un restaurant, ils servent la même chose, vous pouvez trouver un plat que vous mangez chez vous. Quel est l'intérêt de faire du steak frites à l'autre bout du monde? Enfin, je vois vraiment pas. Alors moi, j'ai des problèmes d'intestin depuis petite, donc je sais qu'il y a il y a des endroits sur la planète, même pas en rêve, j'y vais. C'est pas parce que je veux pas y aller, c'est que je meurs là-bas. C'est-à-dire comment il me rapatrie sanitairement le truc au bout de 2 jours, hein, même pas 2 jours. Si je tiens 10 jours, si je tiens 2 heures, j'ai déjà chance. Voilà. Mais ou alors il faut que je vive avec des bouteilles d'eau que j'ai emportées avec moi et des Twix. Je crois. Hein, je pense que je peux faire que ça. Voilà. Mais je trouve que c'est très bien. Et vraiment, ce chagrin d'un chant inachevé de François-Henri Dessérables, ça vous fait à la fois voyager. Alors, si vous ne connaissez pas trop le jeune Guevara, qui est fascinant, hein, Ernesto, mais que vous ne connaissez pas trop l'Amérique du Sud, ça peut vous faire un joli guide touristique. Après, il y a des endroits, il vous le dit tout de suite, n'y allez pas. Non, non, il ne faut pas y aller. Ah non, bah non, il y a des endroits, non, faut pas, hein, voilà. Mais voilà, ça m'a fait beaucoup rire. L'histoire sur le Chili m'a fait voilà. Mais écoutez, ça a été très bonne lecture. Alors, nouveau livre, Juno and Legs, enfin Juno et Legs, donc de Carl Gary. Alors, je vous le dis tout de suite en toute conscience, hein, si vous êtes déprimé, putain, ne lisez pas ce roman. Sinon, enfin je plaisante, mais à moitié quand même, mais je plaisante. Mais honnêtement, alors on est avec Juno et Sean, qui sont deux gosses de Dublin, donc en Irlande, dans les années 80, qui ont des situations familiales très précaires, on va dire, pauvres, voire, voire en plus, si affinité, qui sont pas forcément empreintes d'optimisme des masses non plus. Pourtant, Juno et Sean, qu'elle a rebaptisé Legs parce qu'il a des très longues jambes, vont vite devenir inséparables. Elle l'aime, il l'aime aussi. Et on va suivre, en fait, leur adolescence jusqu'à leur majorité, en fait, en très peu de temps, qui est fait entre tout ce qu'il faut dans dans ces années 80 en Irlande, c'est-à-dire travaux, petits boulots, travaux acharnés, engueulades, indifférence, la poisse, le malheur, l'amour, l'amitié, l'alcoolisme, le manque de fric, le manque Voilà, et tout ça avec la chape de plomb de l'Irlande catholique. Alors si vous connaissez Mike Lee, Ken Loach, et même si vous avez lu Charles Dickens, que vous pouvez adapter à la version irlandaise, c'est ça, voilà. Il y a tout ça dans ce roman-là. Alors la narratrice c'est Juno, qui au début observe sa mère en train de coudre avec minutie et obstination. Et en fait, voilà, ils grandissent dans un contexte très difficile, qui, je vous disais, en plus est cadenassé par le poids de l'Église catholique sur toutes les familles. Et même si vous vous dites au début que vous avez déjà vu ou lu ou vu ça de vos yeux, c'est la plume
de Carl Gary qui vaut le détour. C'est-à-dire que c'est sombre, je vous le dis, hein, n'y allez pas les déprimer. C'est sombre, c'est noir, c'est déprimant, parce que franchement c'est déprimant. Voilà, il y a des images qui s'impriment dans votre pupille là, à chaque page, et vous vous dites putain, je sais pas comment je vais m'en sortir. Parce qu'on est un peu dans ce coin-là, dans ce quartier-là, on est un peu comme au théâtre. Tout le monde voit tout le monde entend tout le monde sait tout sur tout le monde, ça traîne, ça regarde, ça peste, ça se démerde un peu comme ça peut. Et pourtant, au travers de tout ça, il y a quand même une promesse. Il y a quand même un peu d'espoir, il y a quand même un peu de lumière quelque part. Alors oui, très souvent on dit que la pauvreté ne doit pas s'observer, que c'est indécent. Mais que même dans les endroits les plus détruits, on pourrait même dire sur les ruines de nos vies, il y a toujours une beauté quelque part. Voilà, même dans les ruines, même dans des endroits complètement dévastés, il y a toujours un truc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quelquefois dans les endroits qui ont été dévastés par une guerre, une bombe, etc., au bout de quelques semaines, vous avez une fleur. Alors, comme on disait sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, les coquelicots, les bleuets. Voilà, c'était ravagé, le sol était complètement ravagé par les obus, par tout ce qui s'était passé, le sang des gens, la merde des gens, les entrailles des gens. Il y avait un coquelicot, un bleuet qui sortait. Voilà, et au milieu de ces horreurs, il y avait un truc beau. Voilà, et vraiment, ce roman, il est beau à pleurer. Vraiment. C'est vraiment... Alors attends, je vous ai dit, hein, allez-y avec du moral. Hein, parce que, bon, en ce moment, n'y allez pas parce que le moral est... oh mon Dieu. Mais voilà, ce que je vous dis, c'est que vraiment... Non, mois de juin, merde. Mais de toute façon, moi, mes mois de juin, dès que je vois arriver le mois de juin, j'auto-ventile. Hein, donc voilà. Et cette année, ça a encore bien porté son nom de merde. Voilà, mais c'est vraiment un roman beau à pleurer. Je vois vraiment pas quoi d'autre dire pour résumer ce truc-là. Voilà. Alors, juste une petite chose que je voudrais préciser parce que j'ai été très heureuse de voir la couverture de Tish Murta parce que Tish Murta, c'est vraiment... elle est décédée, hein, elle est morte de cette jeune femme. C'était une photographe qui s'attachait à la classe ouvrière britannique. Elle arrivait à capter l'air du temps dans cette classe massacrée sur l'autel de l'économie. Elle a fait des photos, il y a une série de photos dans les années 79, je crois. Je crois que c'est celle de 79, où elle est allée dans certains endroits de classe vraiment ouvrière britannique, mais vraiment la classe ouvrière. Et elle a tiré des photos en noir et blanc qui étaient d'une puissance incroyable. Si vous ne connaissez pas son boulot, c'est l'occasion de rattraper votre retard, parce qu'elle avait un œil qui montrait déjà que le pire était à venir. Et dans ces photos-là, qui datent, je vous dis, des fins des années 70, c'est vraiment début 80, elle voyait arriver le démantèlement de beaucoup de choses, tout ce qu'on peut voir nous maintenant, elle l'avait déjà mis sur ses photos. Voilà, et c'est vraiment, elle a un boulot formidable. Mais vraiment, il y a des images, moi, que j'ai vues dans des expos, qui me sont restées collées à la rétine, et je les ai encore dans ma tête, quoi. Voilà, donc elle s'appelait Tish Murta, donc Murtha. Tish, donc T-I-S-H, et c'est vraiment, si vous connaissez pas son boulot, il me semble qu'il y a je me rappelle plus, il y a un site, il me semble, je me rappelle plus lequel le site, il y a un site qui fait elle avait été exposée, il y a un site qui a gardé son exposition en ligne, c'est-à-dire que vous pouvez aller voir les photos qui avaient été en exposition, et franchement, ne loupez pas son travail, c'était une très très grande artiste, vraiment, elle manque, hein, son œil manque beaucoup, voilà. Autre livre, alors c'est un livre qui m'a été chaudement recommandé par Dame Chantal, qui elle-même avait été fortement influencée par son libraire. Ah bah vous savez, c'est comme ça. Hein. Voilà, un vrai libraire, hein. Vous savez, ceux qui lisent les livres et qui peuvent conseiller leurs lecteurs et leurs clients
parce qu'ils connaissent leur goût et qu'ils peuvent les aiguiller sur des choses qui seraient pas forcément, qui n'auraient pas forcément atterri dans leur panier, mais qui, en gros, vous dit ah ben vous aimez bien ça, ça, ça. Peut-être que vous devriez essayer ça. Voilà, il y avait une librairie indépendante. Alors ah ben oui, pas il y en a certains c'est pas ça, c'est juste pour vendre les livres, ils s'en foutent quoi. Enfin, je veux dire moi à la librairie où je vais, clairement c'est pour vendre des livres. Si vous leur demandez leur avis, il y en a quelquefois, oui ah ben oui, ils vous orientent sur ce qui se vend le mieux. Voilà, moi j'appelle pas ça un libraire, mais bon, chacun son goût. Et donc, elle me l'a grandement recommandé. Donc, ça s'appelle La montagne dans la mer de Ray Naylor. Alors, c'est un roman que j'ai lu forcément avec grand intérêt parce que je me suis dit, deux personnes qui ont adoré et sachant l'exigence que Dame Chantal a pour les bouquins, je me suis dit, vas-y. Alors, dès le début, j'ai pas... Non, vous allez voir, il y a des fois des relations dans le cerveau de Lisa, on se pose des questions. La première chose que j'ai pensé au début, c'est le film Premier Contact. Ou Rencontre d'un troisième type, enfin un truc comme ça. Oui, parce que bon, voilà. Dans la science-fiction, c'est quand même assez classique comme thème, c'est récurrent comme thème. La rencontre avec un truc, une entité que vous connaissez pas. Et là, moi, je dois avouer que dès le début, j'ai beaucoup aimé le fait qu'à la place d'un extraterrestre style E.T. téléphone maison, vous vous retrouviez avec des poulpes, des calamars, enfin des bestioles avec des tentacules, quoi. Voilà. Si. Alors, on est dans un archipel au Vietnam, et il y a des accidents de plongée qui se produisent et qui font, en gros, enfler la rumeur de quelque chose qui se passe, qui est bizarre, monstre, machin, truc ou extraterrestre, enfin un truc inexpliqué, on va dire. Et en fait, pour couper court à toute cette hystérie collective, il y a une multinationale qui va acheter un îlot et qui va dépêcher une spécialiste donc des céphalopodes et qui va lui dire, en gros, étudier le phénomène, déjà ça va nous faire des vacances. Et donc la chercheuse est accompagnée de deux personnes, de deux adjoints, qui ont en gros d'humain que le titre, enfin, et encore. Voilà. Et parallèlement à ça, on suit aussi deux endroits. On suit un bateau-usine qui est piloté par une intelligence artificielle qui en gros n'est là que pour rendre les membres de ce bateau des esclaves. En fait, c'est de l'esclavage moderne, donc piloté par une IA. Et le deuxième, c'est un autre bateau qui est le lieu de villégiature, de travail d'un hacker qui est payé par un commanditaire assez mystérieux, enfin, ouais, mystérieux. Et en fait, Ray Naylor nous fait littéralement naviguer en eau trouble, ça c'est sûr et certain. Il y a 3 fils rouges, plus ou moins, et alors il prend son temps. Mais alors vraiment, il prend son temps pour plonger le lecteur dans une autre galaxie, on va dire une autre technologie, beaucoup plus avancée que la nôtre, tu m'étonnes. Et doucement, mais sûrement, en fait, il nous explique le pourquoi du comment, mais vraiment très doucement. Ne comptez pas avoir la résolution du truc avant la fin, et même si vous avez vraiment la résolution du truc à la fin, pas sûr non plus. Non, vous attendez pas à une grosse révélation quand même, parce qu'en fait, quand vous lisez ce roman, vous vous dites comment imaginer qu'une autre espèce qui vit sur Terre, enfin sous Terre, enfin quelque part, sur cette putain de planète, comment on peut comprendre qu'il y ait une intelligence supérieure à un simple humain
qui se croient déjà au-dessus des animaux alors qu'on est largement au-dessous, hein, ils s'adaptent à tout, contrairement aux humains. Oui, bah, vous avez qu'à avoir un animal de compagnie, vous verrez qu'il est beaucoup plus intelligent que vous, déjà, premièrement. Imaginons même le Hux, qui est un chat. La bestiole, il est capable de faire faire n'importe quoi. On est bien d'accord sur la question. Par contre, vous lui ferez pas faire n'importe quoi. Ça va. Voyez le niveau de... Voilà, ça c'est fait. Et là, ce roman-là, c'est ça. C'est comment imaginer avec une autre espèce et comment on peut comprendre l'intelligence qui est supérieure par rapport à nous qui nous croyons supérieurs que non. Voilà. Et c'est vraiment un roman qui est dense. Non mais il est dense le truc. Hein. Il y a des très belles illustrations, heureusement, ça donne un peu de rétoque. Il est dense, il fourmille de détails, de sous-entendus, il y a beaucoup de réflexions sur la société, sur l'écologie. C'est limite des questions existentielles hein, à un moment donné. Sur l'écologie, sur la société, sur la science, sur les nouvelles technologies, du coup qu'il y a de l'IA dedans. Et surtout, ça pose la question de que faire, comment et surtout pourquoi. Comment on peut gérer ça, comment on va gérer ça, pourquoi on pourrait gérer ça, pourquoi on pourrait rétro-pédaler ou pas, est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on ne peut pas le faire. C'est un roman qui est à la fois un thriller, mais qui est, pour moi, hein, qui est qui se rapproche d'un essai philosophique, alors sans la grosse prise de tête d'un philosophe, ou quelquefois vous dites oh putain ça je vais pas pouvoir le faire. Voilà, sans prise trop. Si, il y a des prises de tête quand même. Ah non, si, il y a des prises de tête quand même. Tu vois, à un moment donné, il y a un moment donné où j'ai relu quand même. Je me suis dit, putain, j'ai pas lu le truc. T'as pas tout bien intégré. Je pense que c'est la chaleur aussi. Quand il fait chaud, il fait déjà 29 dans ma Casbah, 29,5. Des fois, j'ai le cerveau qui fond. Hein. Voilà, mais ouais, il y a vraiment ce côté essai philosophique au milieu d'un roman, un thriller, si on peut appeler ça un thriller. Et vraiment, alors l'écriture est vraiment pointue, très intelligente, très incisive, c'est sec, hein. Vraiment, ça bénéficie de tout ça, et c'est à la fois dense, je vous ai dit pointu, parce qu'il s'est bien renseigné le gars. C'est absorbant parce que on a l'impression d'être absorbé par ce truc-là. Et c'est diablement abordable. Si votre cerveau n'est pas lent, on est bien d'accord sur la question. Alors, pas de quoi en faire une montagne, même dans l'eau, mais quoique. Mais c'est vraiment un ovni. Un omni. Un objet maritime non identifié. Un omni. Parce que vraiment, c'est un truc très, très étonnant. Voilà. Alors, moi, je suis pas très... je lui ai dit à Dame Chantal, je suis pas très, enfin, je suis très science-fiction, j'en ai lu beaucoup quand j'étais adolescente et jeune adulte. Je crois que pendant 20 ans, j'en ai lu énormément, j'ai lu beaucoup les bases, machin, enfin, voilà. Oui, alors vous savez mon hystérie sur Wells, Huxley et Orwell, donc ça va, hein, voilà, vous connaissez Bradbury, toute ma clique là, toutes les hystéries que je peux avoir pour ces classiques-là, mais j'en ai lu beaucoup après. Des modernes, on va dire des plus modernes, des contemporains. Mais j'ai toujours un peu peur quand ça fait côté science-fiction, un peu fantasy, ce genre de truc. Je me dis, ah, parce que moi la fantasy j'en ai lu aussi beaucoup, des classiques évidemment. Oui, les classiques, Tolkien et la clique. Mais depuis quelques années, je trouve que ça tourne en rond très souvent. Voilà, j'ai abandonné certains. Alors j'ai eu la chance de découvrir Père Pével par Dame Chantal et Dieu merci, je la remercie encore une fois. Mais je n'y vais presque plus dans ce genre de choses parce que je suis déçue à chaque fois. Et là, vraiment, La Montagne dans la mer, je trouve que le livre est un ovni, vraiment. Et c'est un truc que j'y serais pas allée si elle me l'avait pas recommandé, il faut être honnête. Hein. À la librairie, j'y serais pas allée. Voilà, parce que le résumé, même le résumé ne m'aurait pas incité à l'acheter tout de suite. J'aurais peut-être pris dans quelques temps, mais je l'aurais pas... Voilà. Mais vraiment, il est
il est à part. Voilà, c'est vraiment un... il est, je vous dis, il est dense, il est original, parce que c'est absolument... Ah oh non, mais les poulpes, les calamars, les machins, enfin moi, c'est... les céphalopodes, c'est quand même un truc que vous maîtrisez pas des masses. Hein. Alors là, après, vous en connaissez des rayons sur les bestioles. Hein. Je vous le dis, moi, après, quand vous allez en croiser un sur un étal de marché, vous allez pouvoir détailler le truc. Hein. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, même le poissonnier va être étonné. Mais, ah non, mais c'est vrai. Mais c'est franchement, c'est bien foutu. Voilà. Si vous aimez ce genre de choses, allez-y. Voilà. Et je l'ai pas vu tourner tant que ça. Je l'ai pas vu trop surexposé. Donc vous pouvez le surexposer, vous avez le droit. Et enfin, le dernier, avant le George Sand, bien sûr, le dernier que j'ai lu de mes retenues, c'était Une fratrie de Brigitte Rehmann. Il faut savoir que c'est un roman qui a été censuré lors de son écriture autour de la période de la construction du mur de Berlin, qu'il a été perdu, puis retrouvé, et qu'il a été publié sans aucune rature, plus ou moins. Voilà. C'est un roman assez particulier. Alors, c'est un roman que je dirais comme si vous observiez un vieux tableau, un tableau ancien, si vous voulez. C'est à la fois proche et à la fois passé. C'est à la fois très moderne, mais très ancien, vieux. Voilà, alors, il est assez étrange comme roman, parce qu'il a un côté assez sec, assez brut, assez réaliste, même, quelquefois il est même daté, puisqu'en fait, en gros, ça reflète une époque, ça reflète un pays, ça reflète un esprit, un pays qui n'existe plus, qui était la RDA, donc la République démocratique allemande, donc qui était surnommée l'Allemagne de l'Est, pour ceux qui sont nés après les années 90. Donc après la chute du mur de Berlin, donc ils n'ont pas connu les deux Allemagnes, contrairement à Bibi qui était suffisamment grande pour se rappeler des deux Allemagnes et qui a vu tomber le mur, voilà, et qui se rappelle encore de la fierté de ses potes au téléphone, qui a donné une facture assez horrible à ma mère, because on est resté au moins 2 heures au téléphone et on appelait d'Allemagne, on s'en rappelait, etc. Donc je vais vous dire que la note, à l'époque, le téléphone n'était pas illimité, hein. Voilà, donc, mais on a vu ça en direct. Et c'est un pays qui n'existe pas, qui n'existe plus, la RDA, donc qui est un pays où on glorifiait les héros, les représentants du peuple, le communisme, le nationalisme, qui a un côté passéiste bien sûr, mais un côté où il y avait un contrôle de la population par la peur, par la fameuse Stasi, qui était vraiment derrière le rideau de fer et qui était l'autre Allemagne. Voilà. Et l'autre Allemagne, quand vous vous intéressez à ce pays-là et alors à son histoire, après post-Seconde Guerre mondiale, c'était vraiment deux Allemagnes différentes, à des années-lumière l'une de l'autre. C'est-à-dire que l'Allemagne de l'Est, enfin le RDA, était à des années-lumière de la RFA, donc la République fédérale allemande, qui était donc occidentale, parce que l'autre était l'Occident, la décadence. Celle qui avait accepté la victoire des Alliés, qui en gros se complaisait dans beaucoup de choses. Et eux, quand les deux Allemagnes se sont réunifiées, il y a toujours cette fracture en Allemagne, c'est-à-dire que vous avez une Allemagne qui, d'ailleurs, quand on en a parlé avec mes potes qui avaient une partie de leur famille qui était en Allemagne de l'Est, personne ne l'avait vu depuis des années, ils se sont rendus compte qu'ils avaient 30 ans ou 40 ans de retard. C'est-à-dire qu'il y avait toujours... et le fait qu'il n'y a pas la même mentalité. Et c'est pour ça que quelquefois, vous le voyez dans les Länder qui sont dans l'ex-Allemagne de l'Est, il y a encore ce côté populiste, nationaliste, ce côté rapport avec l'extrême droite qui est quand même assez... voyez ? Et c'est vraiment
un roman, ce roman-là, Une fratrie, qui est très bizarre. Alors en fait, c'est un drame familial qui est évoqué avec la toile de fond que je viens de vous décrire. C'est celui d'une famille qui se délite à cause d'un frère qui veut passer à l'ouest, qui veut rejoindre l'aîné qui est déjà parti. Parce que l'aîné, Conrad, donc, a fui l'idéologie communiste, parce qu'il avait déjà été échaudé par les... Parce que lui avait vécu, contrairement à ses cadets, avait vécu les jeunesses hitlériennes et qu'il ne voulait pas recommencer ça avec le communisme. Et en fait, on est avec Elisabeth, qui, en gros, essaie de convaincre son dernier frère de ne pas partir. Et elle va se baser, en fait, Brigitte Reinhardt raconte comment ce frère, en pleine tension Est-Ouest, donc dans le Berlin occupé, je rappelle, par les quatre puissances donc occidentales, France, États-Unis, Angleterre, et par l'Union soviétique, se projette dans l'autre Allemagne, et qui fait le grand malheur de sa sœur, qui est une peintre, qui est sûre du bienfait du régime de la RDA. Et dès les premiers chapitres, on sait que le temps est compté pour elle, qu'elle a guère le choix de retourner son frère sur cette histoire-là. D'ailleurs, il y a une tension assez malsaine dans cette fratrie entre ses frères et sa sœur. C'est assez étrange comme relation. C'est sur le fil de l'inceste. C'est très étrange. Alors moi, j'ai bien aimé les passages plus politiques, même si je connaissais quand même assez bien. Mais j'ai pas été si émue que je pensais que j'aurais été par les arguments et cette tension entre le bien et le mal et la volonté de défaire les croyances de l'autre. C'est-à-dire vraiment, il y a une opposition. Alors, il y a une certaine candeur ou naïveté chez Elisabeth et son fiancé quand il s'adresse à son frère, où elle essaye de le convaincre. Alors ça semble un peu daté de nos jours parce que en gros il n'y a plus ce genre de choses, mais d'un autre côté c'est quand même assez d'actualité pour tous les Allemands qui ont vécu ces années de séparation, tant le fossé était grand entre le mur, et ça pose aussi la question dans ce livre-là, au-delà de l'histoire de la fratrie, au-delà de l'histoire du frère et de la sœur, au-delà du pourquoi tu pars, pourquoi tu resterais, et de la conviction sur le bienfait d'un système sur l'autre, sur le pouvoir de persuasion d'une personne sur une autre, en utilisant toutes les armes possibles et inimaginables pour convaincre cette personne-là, même si on sait que c'est faux, même si on sait que c'est mal, même si on sait que c'est tendancieux, mais on le fait quand même. Il y a toujours ce côté entre le bien et le mal, qui d'ailleurs, en fait, est toujours d'actualité, à des niveaux d'idéologie différentes, que ça soit de lutte de système, de lutte de classe, de supériorité d'un côté sur l'autre, on le voit dans le monde actuel. C'est un livre assez étrange, qui, je vous dis, ça semble très passéiste, très daté, très suranné, mais en fait, quand vous levez le contexte historique de la RDA et de ce passage de l'Est à l'Ouest, en reste en fait le fait que de tout temps, il y a toujours cette lutte entre le bien et le mal, entre deux idéologies, entre deux pays, entre deux systèmes, entre deux supériorités. Moi, je suis le meilleur, on est les plus grands, vous savez, un peu comme quand ça bombe le torse. Là, nous, on est les plus grands, on est les meilleurs. Vous êtes des crétins. Enfin, non, voilà, donc c'est toujours un peu bizarre. Alors après, il m'a quand même... j'ai quand même eu une petite sensation d'insatisfaction à la fin. Voilà, il m'a manqué un truc. Vraiment, j'ai posé le livre, je me dis merde. Voilà. Mais ça n'a pas gâché mon plaisir de lecture, mais il m'a manqué un truc. Et vraiment, j'ai bien aimé les personnages, mais
Je m'attendais à autre chose. Alors peut-être que c'est moi, la débile, qui je m'attendais vraiment à quelque chose de différent. Peut-être, hein. Mais c'est vraiment, après, c'est une écrivaine qui, vraiment, qui était importante dans l'ex-RDA. C'est quelqu'un qui, elle est morte très tôt, d'après ce que j'ai compris, mais elle est morte jeune, hein, parce que je crois qu'elle est née en 33, et elle a dû mourir début des années 70, donc elle devait avoir une quarantaine d'années à peu près. Euh, et vraiment, elle appartient à cette génération qui se rappelle des bombes, qui se rappelle du Troisième Reich, qui se rappelle des pères morts ou traumatisés ou enrôlés et hargneux encore, et qui étaient toutes disposées à croire en fait que la République démocratique allemande allait être une meilleure version de l'Allemagne. Quelque chose qui était palpable. Voilà. Et c'était quelqu'un, Brigitte Redman, c'était quelqu'un qui comptait en RDA, qui visiblement était très connu et qui avait quelque chose. Voilà, elle avait un, comment dire, elle avait une expérience personnelle qui lui permettait, de par visiblement son histoire familiale, d'aborder plusieurs œuvres. Voilà, et c'est, on dit que une fratrie est vraiment pas un copier-coller, mais pas loin de sa vie personnelle, et que son frère Uli, elle veut pas qu'il la quitte. Voilà, parce qu'elle l'aime d'un amour fraternel, mais c'est quand même débordant cet amour, c'est quand même un peu trop démonstratif quelquefois. Et, euh, et le fait qu'il y ait Joachim qui soit son amoureux à elle et qui soit ami avec son frère, c'est un espèce de triangle euh, assez complexe et en fait c'est comme si il tirait à chaque fois sur la mauvaise cible, sur la mauvaise ficelle, voilà, sur la mauvaise corde pour attacher l'autre, voilà. Mais vraiment c'est un roman à lire, voilà. C'est un roman ouais, c'est un roman à lire. C'est quelque chose qui est assez étrange parce que à la fois ils ont beaucoup de griefs contre leur pays, euh, mais ils n'ont pas la même conception. Ils n'en tirent pas la même conclusion. Alors peut-être que elle est sous l'influence de son fiancé euh, et qui va faire carrière dans cet État socialiste, mais ça transparaît bizarrement. Voilà, c'est vraiment euh, ouais, c'est vraiment un livre particulier. Alors je vous dis, ça peut paraître euh, un peu passé, mais c'est l'histoire en fait, c'est l'histoire moderne et c'est quand même montrer un point de vue particulier, non seulement sur la littérature allemande, mais surtout sur l'histoire de cette république, somme toute assez éphémère, hein, mais qui a vraiment marqué profondément les personnes. Voilà. Et franchement, je vous dis, moi ça m'a laissé un petit goût à la fin assez étrange parce qu'il m'a manqué. Je pense qu'il m'a manqué un truc de plus, mais c'est vraiment très très bien fait. Et quand j'en ai parlé à mes potes, ils m'ont dit mais c'est vraiment un classique quoi. Voilà, c'est un classique de l'Allemagne de l'Est, mais c'est un classique. Donc une fratrie de Brigitte Kreiman. Et donc dernier, mais c'est une relecture. J'ai eu envie de relire Les Maîtres sonneurs de George Sand. Voilà. Alors je ne l'avais plus lu depuis 3 décennies. J'ai bien aimé m'y replonger, mais cette fois-ci, je l'ai trouvé longué. Alors, ça va être compliqué ça. Alors, c'est un roman qui se divise en 32 veillées.
et qui raconte les aventures amoureuses de 4 personnes. Il y a un 5e, mais on s'en fout. Mais de 4, donc de Tiennet, Brulette, Joseph et Uriel. Tout se déroule dans les années 1770 entre le Bourbonnais et le Cher, hein, évidemment, Cher à George Sand. On est avec des musiciens, on les suit dans les collines, dans les forêts, dans les plaines. On est au cœur des affrontements entre ces musiciens jaloux et aussi l'envie de demander de l'aide. Alors, moi je trouve que les meilleurs moments sont ceux où on voit l'évolution physique, caractérielle et amoureuse des protagonistes. J'ai beaucoup aimé ça à cette relecture. J'ai pas du tout eu le même envoûtement que quand je les avais lus quand j'avais une vingtaine d'années. Alors, parce que j'ai dû le lire, j'avais quoi, 20, 22, 23 ans, un truc comme ça. J'en ai quand même 32 plus. Donc, comme quoi, la vision n'est pas la même quand on relit certaines choses. Voilà. Mais j'ai bien aimé, je vous dis, mais j'ai trouvé ça longué à un moment donné. Je me suis dit, merde, putain. J'avais pas trouvé ça longué la première fois. Comme quoi, hein, voilà. Mais ça s'appelle Les Maîtres Sonneurs de George Sand. C'est pas l'un des plus connus, hein, mais je vous rappelle, je lis que ceux qui sont dans la Pléiade, hein, donc il y en a d'autres, hein, on est bien d'accord. Mais je ne lirai pas ceux qui sont pas dans la Pléiade. Enfin, je ne relirai pas ceux qui sont pas dans la Pléiade. C'était mon but de l'année, hein, donc voilà. Mais j'ai noté certains de relire certains, d'autres de lire parce qu'il y en a 3 ou 4 qu'on m'a proposé que effectivement j'avais pas lu, mais on peut pas tous lire. Enfin, j'ai pas lu tout George Sand, on va se calmer déjà. Jules Verne, oui, mais pas ça. Mais franchement, ouais, voilà, il y a quelques passages qui sont un peu longués que j'ai un peu survolés parce que je me suis dit, oh non, pas envie de relire ça. Comme quoi, voyez. Voilà, donc ça c'était le point lecture du mois de juin. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi s'il y a certains des romans dont j'ai parlé que vous avez déjà lu sûrement, évidemment, mais d'autres qui vous ont plus intéressé, d'autres que vous avez dit ah non celui-là jamais de la vie je vais le lire, c'est pas possible Lisa, laisse tomber, voilà. Ou oula toi tu m'as donné envie, tu pousses le bouchon un peu trop loin Maurice, voilà. Ou ah putain Lisa encore la wishlist, tu nous énerves, hein. Voilà. Alors moi je suis pas censée vous donner des trucs sur la wishlist, hein, mais écoutez, que voulez-vous quand on lit, vous aussi, hein, vous m'en proposez des fois dans les commentaires et je remercie ceux qui font des commentaires tout le temps, qui sont très fidèles en commentaire et qui n'oublient pas de mettre le petit like et qui n'oublient pas de mettre le petit commentaire. Je remercie aussi ceux qui s'abonnent pour voir la vidéo et qui se désabonnent. Je rappelle que c'est ridicule, hein, parce que vous pouvez très bien garder en mémoire mon nom et aller taper dans la barre d'infos de YouTube pour me retrouver. Voilà, il y en a qui c'est leur truc, hein. Il y en a 4, 5 là, ils s'abonnent pour voir la vidéo, ils se désabonnent juste après, ils s'abonnent, ils se désabonnent, j'ai jamais compris le principe. Voilà, mais c'est très drôle, hein, mais voilà. Mais bon, outre le fait que nous sommes de moins en moins nombreux, on va beaucoup s'amuser. On va finir à 12. Ça va être sympa. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme machin? Il y aura le bilan. Il y aura la pile à lire estivale. Je sais pas si... je les ai enregistrés l'un après l'autre. Je sais pas lequel des deux je vais passer en premier. Il y aura bien sûr le bilan des 6 mois du premier semestre. Il y aura... la wishlist, vos wishlist pour l'année 2020 et après je reprendrai peut-être 2021 et 2022 pour la rentrée, mais après je dirai pas parce que 2023, 24, 25 c'était les 24 c'est là quoi, donc vous pouvez très bien aller voir les bilans. Et puis écoutez, d'ici là portez-vous bien, faites attention à vous, n'oubliez pas dans les commentaires de me dire ce que vous avez aimé, s'il y en a certains que vous aimeriez lire, si j'en ai aimé certains que vous avez détesté, vous avez le droit de dire ah celui-là je l'ai lu c'est la merde et toi tu l'as aimé, oh c'est pas une bonne idée, voilà. Et si ça vous tente effectivement d'en lire certains ou de relire certains, etc. Et si certains ont lu Georges Béteille et d'autres Georges Béteille que l'Orange ou Girofle, n'hésitez pas à me proposer des titres à l'intérieur des commentaires. Merci, bisous et à bientôt. Et j'espère que les petites photos qui ont égayé au milieu
entre deux livres vous ont plu. En fait, j'ai décidé de faire un résumé en photo de mon mois. Voilà, donc j'ai pris des photos que j'ai pas forcément diffusées ailleurs. J'ai pris des photos et j'ai décidé de vous montrer. Comme ça, c'est rigolo. Ça vous fait passer le temps. Et puis ceux qui vous écoutent, bah, ils n'ont pas forcément obligé de regarder les photos. On est bien d'accord sur la question, mais moi, ça m'amuse beaucoup. Voilà, puis ça me prend vraiment pas de temps parce qu'en fait, je fais pas du tout de montage des masses. Je mets les photos, je mets la musique derrière. Je fais pas d'enchaînement fondu, machin, rien à carré. C'est pas mon truc. Et puis je vise pas l'Oscar du meilleur, de la meilleure vidéo de l'année, hein. Voilà. Donc, allez, bisous bisous et puis bon été à ceux qui sont là. Courage pour la chaleur. Je vais crever, je le sens venir. Voilà. Non mais je vous le dis, c'est une catastrophe cette année. C'est parti comme du feu de Dieu chez nous, hein. Pfff, quelle horreur.